Ils ont déclaré que la Terre était condamnée. Le Conseil galactique avait voté, un à un, les représentants d'une douzaine d'espèces. Dwight, celles qui méprisaient les humains comme de simples bêtes sauvages vêtues, levèrent tosato leurs doigts, tentacules et griffes lumineux en signe d'approbation. La sentence. Le désarmement planétaire total. La capitulation forcée des défenses terrestres sous couvert de paix galactique. Mais chacun savait ce qu'il en était réellement. Une lente exécution. Ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient notre disparition, notre contrôle, notre soumission, notre oubli. Nous avons tenté de négocier. Nos diplomates se sont pliés en quatre, ont ravalé leur fierté, ont proposé des conditions, ont imploré un compromis. J'étais là, j'ai vu les vidéos du front. Nos ambassadeurs se moquaient de nous comme des clowns à la cour royale. Ils nous traitaient de singes qui fabriquaient des jouets de guerre et de primitives instables avec des jouets dangereux. Mais c'était avant l'attaque d'Hillary. Une action isolée, a prétendu le Conseil plus tard. Une agression non autorisée. Mais nous savions la vérité. Les Hillary n'a pas éternué sans l'aval du Conseil. Ils ont largué des charges de plasma sur 3 continents, anéantissant la Nouvelle-Europe, toute l'Asie du Nord et la moitié de la ceinture africaine. Plus de 2 milliards de morts en 5 minutes. Sans avertissement, sans déclaration. J'ai perdu ma femme et mes 2 fils en un instant. Une seconde auparavant, ils riaient dans la cuisine, se disputant à propos de toast. L'instant d'après, plus rien. Plus que des parasites dans les communications et une onde de choc qui a tout rasé dans un rayon de 160 km. J'étais en orbite autour de Mars. À mon retour, la Terre n'était plus une bile bleue. C'était un cadavre cratérisé, d'où s'échappait une fumée épaisse, comme des artères qui saignaient. Et puis, ils ont osé nous accuser. Le Conseil a publié un communiqué. La Terre a provoqué l'attaque en abritant des technologies extrémistes et en ne respectant pas les protocoles de désarmement. Ils ont agi comme si nous nous étions autodétruits par entêtement. Non, ce n'était pas de l'entêtement. C'était un massacre. Le président est resté silencieux. Notre flotte a été immobilisée. Les communications étaient pendant brouillées. Ils pensaient nous avoir brisés. Mais ils n'avaient pas prévu que nous nous relèverions. Et ils étaient loin de se douter de ce qui allait suivre, car ce jour-là, quelque chose d'ancestral s'est brisé en l'humanité. Quelque chose enfoui sous des années de traités de paix et de coopération internationale. Quelque chose de plus ancien que la diplomatie, de plus ancien que la civilisation. La rage. Une rage qui ne tolère ni justice ni négociation. Elle réclame du sang. Et il ne nous restait qu'un seul homme capable de nous y conduire. Le commandant Derek Hall. Retraité, fini, considéré comme une relique de guerre par le Conseil après avoir frappé un ambassadeur Galari au visage lors d'un différend commercial. Il n'a demandé la permission à personne. Il n'a tenu aucune conférence de presse, n'a prononcé aucun discours enflammé. Il a tout simplement disparu. 5 destroyers du réseau de défense martien firent de même. 3 semaines plus tard, la planète natale des Hari n'était plus qu'une tache rouge et fumante sur les cartes des cadrans. Aucun survivant, aucun signal, juste le silence. Le Conseil, paniqué, exigea une enquête et cria au scandale, dénonçant des violations du droit intergalactique. Mais il était déjà trop tard. La Terre avait réveillé une part sauvage, une part insoupçonnée, de la part d'une espèce réputée pour sa musique, son café et ses musées d'art. Prouver notre innocence n'était plus notre seul but. Nous étions assoiffés de vengeance. Et l'homme qui nous menait n'était plus un diplomate. Il était l'architecte de la contre-attaque qui fit trembler les étoiles elles-mêmes. La première flotte qu'il reconstruisit s'appelait Rétribution. Pas de politique, pas de drapeau, juste une bande de brisés, de meurtris, d'oubliés. D'anciens membres des forces spéciales, des pilotes amputés, des hackers infectés par des virus informatiques du Conseil, des soldats radiés des cadres pour avoir riposté après le massacre de leurs unités. Il leur a donné une seule mission,
frappé avec brutalité. Sans avertissement, sans règle. Quand le Conseil a envoyé des émissaires de paix, ils n'ont même pas dépassé Jupiter. Leurs vaisseaux ont cessé d'émettre. Leurs balises de communication ont été retrouvées une semaine plus tard, tournoyant lentement dans le vide, diffusant en boucle 2 mots seulement. Insuffisant. Et ce n'était pas parce que la Terre ne cherchait plus seulement justice. Nous voulions mettre un terme définitif à ce jeu. Ils pensaient que nous aurions peur. Après tout ce qui s'était passé, les bombardements, les trahisons, les déclarations suffisantes du Conseil, teintées d'une fausse compassion, ils croyaient encore que les humains se soumettraient et imploreraient qu'on les épargne. Mais la Terre ne supplia plus. La Terre se prépara. Dans l'ombre des lunes de Mars, dans l'obscurité glaciale où les sondes de surveillance ne pouvaient rien voir et où aucun chantier de construction autorisé n'existait, la véritable contre-attaque de la Terre commença. Holt ne s'adressa pas au public. Il ne forma pas de comité. Il construisit une machine de guerre sans précédent. Et j'étais là quand le premier monstre vit le jour. On l'appelait la gardienne. Pas un vaisseau, pas vraiment. C'était un cuirassé flottant, propulsé par des cœurs à fusion illégaux, interdite depuis longtemps par le Conseil. Son blindage était recouvert d'alliages noirs renforcés qui ne réfléchissaient ni la lumière ni la chaleur. Elle restait indétectable par les scanners. Elle n'a pas envoyé de salutation, elle n'a pas négocié, elle a tout effacé. J'étais ingénieur système, je travaillais sur les satellites orbitaux et le suivi de la défense. Après l'attaque, mon département a été enseveli sous les décombres et la plupart de mes collègues OE ont péri. Mais je continuais à recevoir ces signaux cryptés, des codes obsolètes qu'on utilisait pendant la guerre sur Titan. Plus personne ne les utilisait. Personne n'aurait dû pouvoir le faire. Puis j'ai entendu la voix de Holt, froide, directe, sans la moindre excuse. Si tu respires encore et que tu es toujours en colère, viens sur Phobos. Coordonnées ci-jointes. Laisse ton badge à la maison. J'y suis allé. Et je n'étais pas le seul. Les chantiers navals dissimulés sous la surface de Phobos grouillaient de fantômes. Des hommes et des femmes que je croyais morts depuis longtemps. Des ingénieurs borgnes, d'anciens marines aux mains tremblantes, des spécialistes en IA mis sur liste noire et des ingénieurs navals bannis pour avoir utilisé des systèmes d'armes inhumains. Nous n'étions pas des héros. Nous étions les laissés pour compte, les punis, ceux que le Conseil qualifiait d'esprits instables. Et Holt avait précisément besoin de cette folie. Ni bureaucratie, ni formalités administratives, juste la vengeance. Le directeur de la prison n'était pas le seul. Au cours des 3 mois suivants, la flotte rebelle de Holt tripla de taille, non pas en volume, mais en férocité. Aucun vaisseau n'était conçu pour la défense. Chacun était armé de canons électromagnétiques pilotés par IA, de torpilles furtives, de champs de camouflage adaptatifs et de verres viraux conçus pour paralyser les systèmes de commandement ennemis en quelques secondes. Pire encore, ces équipages étaient composés d'hommes qui avaient tout perdu. Plus de salaire, plus de médailles. Juste des noms gravés dans l'acier. Femmes, fils, filles, frères, tous brûlés vifs lors du bombardement de Harari. Chaque arme que nous montions portait une gravure personnelle. La mienne disait « Pour Ellie, 7 ans », qui riait comme le tonnerre. Je n'ai même pas versé une larme en l'aggravant. J'étais impassible. Après la planète natale d'Hillary, la première cible de Holt n'était pas une installation militaire. Il s'agissait d'un centre névralgique du commerce, Aoris Prime, centre du consortium Veyari, une planète plus connue pour ses tours étincelantes et ses océans artificiels que pour la guerre. Pourquoi frapper une planète civile? Parce que les Veyari avaient donné leur accord pour l'attaque contre Hari, pas officiellement, certes, mais les données extraites des communications interceptées par les hackers de Holt ont révélé qu'ils avaient acheminé des armes, des clés de chiffrement et des cartes de déplacement. Cela fit d'eux des collaborateurs, et la Terre ne faisait plus la distinction entre les marchands d'armes et ceux qui les contrôlaient. Aucun avertissement ne fut donné. Une nuit, le ciel d'Aoris scintilla d'aurores boréales.
de magnifiques motifs surnaturels se dessinant dans son atmosphère. Les civils crurent à une fête. C'était le champ de brouillage de Holt. 10 minutes plus tard, le gardien descendit en orbite basse et en moins de 30 secondes, la capitale fut réduite à un cratère fumant. Puis vint le message, non pas d'un président, ni d'un diplomate terrien, mais de Hall lui-même. Brut sans filtre, diffusé sur toutes les fréquences galactiques. Son visage emplissait les écrans vides, cheveux gris, vieille cicatrice à la tempe, yeux perçants. Vous avez oublié ce que sont les humains. Vous pensiez qu'en tuant des milliards de personnes, vous nous soumettriez, qu'en brûlant nos villes, vous feriez de nous des animaux de compagnie obéissants. Vous vous trompiez. Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous sommes là pour vous anéantir, monde après monde, système après système, jusqu'à ce que le dernier d'entre vous hurle dans une langue que nous ne comprenons plus. C'est votre faute. Vous avez commencé. Et la Terre finit toujours ce qu'elle n'a pas commencé. Il sourit. Nous ne faisons que commencer. Et il coupa la transmission. Le conseil s'emballa. Mais ils n'étaient pas préparés à la guerre. Pas comme nous. Leur flotte était des mastodontes bureaucratiques, des milliers de vaisseaux gérés par une hiérarchie absurde et des traités. Les nôtres, rapides, silencieuses, cruelles. Ils tentèrent d'envoyer des offres de paix. Holt les rejeta. Ils proposèrent des réparations. Hall renvoya les épaves calcinées de leur courrier. Ils menacèrent de représailles unies. Nous brouillâmes leurs communications militaires et pirassions leurs lignes d'urgence avec une simple phrase. « Vous avez tué nos enfants. Maintenant, mourrez en hommes. » Un à un, les navires de la flotte de Holt frappèrent, rapides, brutales, et ne laissant toujours qu'un seul survivant, à peine en vie, pour raconter l'histoire. La nouvelle se répandit. Les vaisseaux commencèrent à déserter leur position. Les colonies se rendirent armément autant avant même qu'un coup de feu ne soit tiré. Des systèmes entiers s'effondrèrent sous le poids psychologique de cette tragédie. Car il ne s'agissait pas d'une guerre, mais d'un châtiment. Et la galaxie n'était pas prête à être jugée par l'espèce même qu'elle avait jadis raillée. Je me souviens du jour où le Conseil a tenté de nous piéger. Ils ont organisé une réunion secrète sur Liorak, une lune neutre loin des zones de guerre. Plus de 40 membres du Conseil, leurs amiraux les plus gradés et leurs stratèges les plus brillants, se sont réunis pour ce qu'ils appelaient un plan de confinement décisif. Ils le croyaient secret, intouchable. Mais ils ignoraient que Hall avait infiltré une personne, l'une des leurs. Une transfuge Svarine, qui avait perdu son compagnon, humain lors de la première attaque et qui n'avait jamais pardonné aux siens. Elle révéla leur position. Hall n'envoya pas de flotte. Il envoya un seul vaisseau. Le Rekukit, un vaisseau furtif doté d'un moteur sans chaleur indétectable par toutes les technologies connues. Pas de torpille, juste une capsule de largage avec 5 hommes. J'en connaissais 2. On les appelait les fossoyeurs. Ni soldats, ni assassins. Juste des hommes qui n'avaient plus rien à perdre et aucune intention de revenir. Leurs ordres, décapiter la bête. Ils ont fait irruption dans la salle en pleine réunion. Aucune pitié, aucun discours. La salle du conseil s'est teintée de sang. Un seul enregistrement a survécu. Image granuleuse, basse résolution, tremblante. On y voit un fossoyeur tenant un conseiller à la gorge. Du sang giclait sur son visage. « Il ne s'agit pas de gagner, » grogna-t-il. « Il s'agit de vous rappeler que la Terre n'est pas une proie. » Ils ont exécuté 36 hauts fonctionnaires. Sans procès, sans délai. Le choc de cette exécution a brisé l'unité du Conseil. Dans toute la galaxie, les espèces commencèrent à retirer leur flotte. Certaines tentèrent de dénoncer l'Hilary, d'autres se souvinrent soudain de leur opposition à la première frappe. Chacun se contredit, se rejetant la faute, mais Hall n'en avait cure. Il ne s'agissait pas de politique, il s'agissait de la vengeance. Je ressentais encore chaque soir cette même brûlure en fermant les yeux et en voyant les dessins de mon fils, toujours collés au réfrigérateur de ce qui avait été notre cuisine. Je n'étais pas la seule. Tous les membres de la flotte de Holt portaient leur fantôme.
Et ce n'était pas fini. La peur se propage plus vite que le feu. Après le passage du Lorac, tout a basculé. Le Conseil n'a pas seulement perdu le commandement, il a perdu le contrôle. Des espèces entières, qui jadis affichaient leur loyauté à l'ordre galactique, commencèrent à se replier sur elles-mêmes, à verrouiller leurs frontières et à éliminer les sympathisants présumés. Elles avaient peur de Halt, de la Terre, de nous. Mais elles ne comprenaient pas ce qui allait réellement arriver. La peur n'est que le début. La véritable destruction commence lorsque la confiance meurt. Et c'était précisément la cible suivante de Holt. Non pas les vaisseaux, ni les soldats, mais le fragile réseau d'alliances dont la galaxie dépendait pour fonctionner. Il n'avait pas besoin de tirer un seul coup de feu pour anéantir une civilisation. Un simple murmure à l'oreille de la bonne personne, une communication falsifiée, ou une transcription de guerre opportunément divulguée, suggérant une trahison lui suffisait. Il laissait les bureaucrates s'entre-déchirer. Et ça a marché. Les Veils accusèrent les Norchis de comploter avec la Terre. Les Norchis ripostèrent par des frappes orbitales. Pendant ce temps, la Confédération Drethar proclama sa neutralité avant d'être accusée d'abriter la flotte de Holt, ce qui provoqua une mutinerie dans ses rangs. 57 colonies extérieures furent réduites en cendres en moins d'une semaine, sans que personne n'y ait mis le pied. Nous avons assisté impuissants à leur destruction. Hall appelait ça la doctrine de la terreur. Les brûler par la peur, les brûler par le doute, les brûler sans les toucher. J'étais responsable des infiltrations pendant ces semaines-là. On interceptait les communications, on les décodait, on les réécrivait, puis on les renvoyait. Des messages d'amiraux à des présidents, réécrits pour faire croire à de la trahison. Parfois, il suffisait d'un seul mot supprimé, d'un nom ajouté à une liste noire. Alors, on s'asseyait et on écoutait les cris résonner dans le vide. Le plus étrange, c'est que je n'ai jamais aimé ce genre de guerre. Avant, je croyais aux frontières nettes entre ennemis et alliés, vérité et mensonge. Mais le jour où le cœur de mon fils a cessé de battre dans un éclair de feu bleu venu du ciel d'Hari, ma boussole morale s'est arrêtée. Il n'y avait plus de nord, seulement la douleur. Et Hall l'a compris. Il les nourrissait. Ses discours n'avaient rien de stratégique. Il ne parlait pas comme un politicien. Il ne promettait ni médaille, ni gloire. Il nous rassemblait simplement dans les cales obscures de nos navires, à la coque noire. Le regard vide, la voix basse. Il pensait pouvoir nous anéantir. Faire de nous un exemple à ne pas suivre. Alors, devenons-en un. Que notre nom ait le goût de la cendre dans leur bouche. Qu'ils regrettent de ne pas nous avoir exterminés, car ce qui suit rendra l'extinction presque clémente. Nous n'avons pas applaudi. Nous avons simplement hoché la tête. Le bruit, les célébrations, tout cela nous avait quittés. Seul le cri d'un autre extraterrestre, interrompu brutalement par les flammes, pouvait encore nous émouvoir. Le véritable tournant s'est produit lors du siège d'Estilus. C'était un bastion du Conseil, protégé par un triple système de défense planétaire, des forteresses orbitales et abritant leur IA la plus avancée, Helix Prime. C'est là qu'étaient conservées les archives du droit du Conseil, les traités galactiques et des années de coopération interespèces. Et Hall ne la convoitait pas pour ses ressources. Il voulait la rayer de la carte. Son plan était suicidaire. L'assaut direct sur Estilus était comme voler vers le soleil avec des ailes de cire. Toutes les simulations prévoyaient la perte d'au moins 80% de la flotte. Qu'importe. Il donna l'ordre. Nous nous séparâmes en 3 vagues. Le gardien et le Rekukital prirent la tête. J'étais à bord du vœu de Cora, un vaisseau furtif équipé de foreuses cinétiques pour creuser des tunnels et de lance-torpilles sous-marins. La première vague fut dévastatrice. Des vaisseaux sacrificiels camouflés en vaisseaux amiraux, attirant les tirs ennemis et forçant les défenses à s'ouvrir. La deuxième vague a percé les points faibles, câbles gravitationnels, canons ioniques, générateurs de boucliers. Mais la troisième vague, la nôtre, visait le cœur du système. Notre capsule s'est agrippée au ventre de la forteresse d'Alex Prime.
Je me souviens encore de cette fois où j'ai rampé dans la gaine de ventilation, les mains luisantes de sueur et de sang, le cœur battant la chamade. Notre objectif était clair: injecter le virus de contournement dans leur IA de guerre, puis la faire exploser, pas la désactiver, la détruire. Helix n'était pas qu'une simple IA. C'était leur mémoire, leur cerveau. Si nous la neutralisions, ils perdraient tout. Nous avons téléchargé le virus, déclenché le réacteur principal, puis pris la fuite à toutes jambes. L'explosion a ravagé Estilus comme un second soleil se levant. 3 anneaux de défense ont fondu en quelques secondes. Les harmoniques des boucliers se sont effondrés. Le dernier message de l'IA était une boucle frénétique de sirènes d'alarme, de codes défaillants et d'un cri numérique corrompu qui hante encore mes nuits. Nous n'avons pas seulement détruit une forteresse, nous avons anéanti le centre de gravité d'une civilisation. Quand la fumée s'est dissipée, la moitié des systèmes internes du Conseil étaient aveugles, sourds et paniqués. Le drapeau de la Terre, autrefois orné d'étoiles et de rayures, mais arborant un crâne en flammes rouges sur fond noir, flottait sur toutes les chaînes du Conseil, encore en activité, accompagné de 3 mots: vous auriez dû nous achever. Mais tous les terriens n'étaient nés pas ravis. Plus on s'enfonçait, plus l'obscurité s'installait. Des murmures parvenaient, d'abord ténus. Des survivants de notre espèce, pris entre 2 feux. Des colonies qui refusaient de rejoindre Halt, implorant notre clémence. Certains ont fait défection auprès du Conseil, d'autres suppliaient qu'on les laisse tranquilles. Hall les a jugés compromis, et nous les avons brûlés, eux aussi. Il y a eu un moment, une faille en moi, brève mais vive, lorsque nous avons atteint l'avant-poste d'Arcadia. C'était une station scientifique, neutre, gérée par des humains, déclarée non combattante et pacifique. Ils aidaient à l'accueil des réfugiés, humains et extraterrestres confondus. Holt a affirmé qu'ils divulguaient des données. Nous avons encerclé la station. Ils ont nié les faits. Pas d'armes, pas de boucliers, juste des infirmeries et des enfants. Hall ne s'y a pas. Tout compromis est une trahison. Envoyez les drones. J'ai suivi les images. Des enfants hurlaient derrière des dômes de verre. Des scientifiques tentaient de protéger les patients. Puis, le silence. Même les étoiles semblaient plus froides après ça. Certains d'entre nous ont commencé à chuchoter, se demandant si nous étions encore des soldats ou juste des monstres sous une apparence humaine. Mais personne n'a osé parler à voix haute, car personne ne voulait être le prochain sur la liste. Le coup de grâce fut porté avec l'opération Glass Halo. Le plan: frapper le dernier nœud de défense du Conseil, Arcane Core. Ce n'était pas une ville, mais une lune. Un centre de production s'étendant sous la croûte terrestre, fabriquant vaisseaux, armes et technologies depuis des siècles. Sa défense était automatisée. Sa source d'énergie était, selon la rumeur, un réacteur à siphon de cœur. Dangereux, instable, interdit par tous les traités galactiques. Parfait. Nous avons tout déployé, tous les vaisseaux restants, toutes les mines orbitales, tous les cyberfantômes et essaims de drones. L'attaque a duré 3 jours d'enfer. J'ai perdu la moitié de mon équipe dès la première heure. Échec. Un autre quart lors de la brèche dans le réacteur. Nous n'étions que 2 à atteindre la chambre de détonation. C'est là que je l'ai vu. Il ne fabriquait pas d'armes. Pas seulement des armes. Il menait des expériences sur des humains, des clones, des hybrides, des soldats TT à moitié morts, reliés à des machines, injectant du code neuronal directement dans la technologie du Conseil. J'ai vu le visage d'un homme se contracter, ses yeux maintenus ouverts de force par des implants chirurgicaux, ses lèvres remuant dans une douleur silencieuse, tandis que son système nerveux était alimenté par un système de ciblage. Il ne nous avait pas seulement tués, il nous avait utilisés. Et à cet instant, toute hésitation qui subsistait en moi s'est évanouie. Nous n'avons pas seulement fait exploser le cœur du réacteur, nous avons purgé l'atmosphère. Nous nous sommes assurés que rien ne quitte cet endroit intact, pas même les murmures. Et quand la poussière est retombée, un silence, non pas paisible, mais terrifié.
Le Conseil n'avait plus de lune, plus de villes, plus de réponses. La dernière diffusion officielle montrait un diplomate extraterrestre tremblant, implorant des conditions de paix, sanglotant par l'intermédiaire d'un interprète. Hall ne répondit même pas. Il envoya simplement une vidéo du ciel nocturne terrestre. Des milliers de lumières éteintes, des murs commémoratifs s'étendant sur des cratères, des noms gravés si profondément que la pierre en était noircie. Et au fond, voilà le prix de la paix. À présent, c'est à vous de payer. C'est ainsi que la Terre est devenue un fantôme dans la galaxie. Ni éteinte, ni vaincue, mais crainte. Il n'y a plus de conseils. Juste des mondes fragmentés, trop effrayés pour reconstruire, trop paranoïaques pour s'allier à nouveau. Et Hall, personne ne l'a vu depuis des années. Certains disent qu'il s'est volatilisé dans les étoiles avec le gardien, devenant une légende. D'autres prétendent qu'il fut enseveli sous les ruines d'Estilus, serrant encore l'arme qui avait brisé leur dieu. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est ceci. La galaxie pensait que la Terre était une proie. Facile, elle se trompait. Car lorsque le Conseil ordonna notre exécution, il ne tua pas une espèce. Il ressuscita un monstre. La galaxie était silencieuse. Trop silencieuse. Après la chute d'Arcane Corps, il n'y eut plus de contre-mesures, plus de flotte, plus de discours grandiloquents de la part des porte-paroles tremblants du Conseil. Les canaux de communication, jadis inondés de discussions stratégiques, de marchandages politiques et de mensonges, étaient désormais muets. Nous les avions réduits au silence. Pourtant, ce silence n'avait rien d'une victoire. C'était un silence de cimetière. Je me souviens, assis sur la coque froide du Coraz Vau, casque ôté, fixant les étoiles comme si elles me devaient ça ou quelque chose. Elles ne brillaient plus de la même façon. Les constellations que je traçais du bout des doigts de mon fils n'avaient plus aucun sens. Nous avions consumé le mythe de la paix et transformé chaque lumière dans le ciel en un rappel, non pas de triomphe, mais de notre chute. La Terre ne célébrait pas. Pas de défilé, pas de retrouvailles, car il ne restait plus grand-chose où rentrer. La planète portait encore les stigmates de sa chute. Océan empoisonné, continent ravagé, ville réduite à l'état de cendres et de légende. L'atmosphère était devenue irrespirable. La majeure partie de l'humanité vit désormais hors de la Terre, sur des lunes minières désertées, des vestiges de stations orbitales et des barges de réfugiés en ruine. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons tout perdu. Même Holt a disparu. Après la dernière diffusion, il s'est volatilisé. Sans laisser de traces, aucun journal de bord, aucune communication. Certains disent qu'il est mort lors du séisme lunaire qui a fendu Estilus en deux. D'autres prétendent qu'il a disparu dans l'espace obscur. Plus nécessaire, ne souhaitant plus être retrouvé. Peu m'importait. Je n'avais plus besoin de Hall. Aucun de nous n'en avait besoin, car la rage qui nous avait portés à travers le sang et le feu n'avait plus d'issue. Il n'y avait plus d'aliens à Manchipi, plus de systèmes à conquérir, seulement cette question lancinante et vide. Et maintenant, tout a commencé modestement. Des conflits autour des droits de récupération, des transactions au marché noir, des rumeurs de flottes fantômes toujours fidèles à l'ancien conseil. Puis, l'un de nos vaisseaux de reconnaissance a été touché. Aucun survivant, juste un insigne calciné incrusté dans la coque. La paix par l'ordre. Au début, on a cru à une plaisanterie, mais les rapports d'attaque continuaient d'affluer. Frappes chirurgicales, coupure des relais de communication, bombardement furtif de nos plateformes logistiques. Quelqu'un se réorganisait, et ce n'était pas humain. On pensait avoir brisé le Conseil. On ne l'avait pas fait. On l'avait juste réduit en miettes. Et maintenant, ces fragments se disputaient le pouvoir comme des vautours autour d'une charogne. J'ai été entraîné de nouveau dans l'histoire lorsque la station Virex a cessé de fonctionner. C'était un comptoir commercial neutre, principalement peuplé d'humains, de quelques marchands svérants, et même de quelques nourris qui avaient déposé les armes lors de l'effondrement. Un endroit censément paisible. On les a retrouvés 2 jours plus tard, flottant en orbite silencieuse autour d'un soleil mort. Les corps se sont évanouis dans le vide. Chaque terminal a brûlé. Ceux qui les ont frappés ne voulaient pas seulement tuer.
Ils voulaient anéantir. La même tactique qu'avait employée Holt, la même brutalité. Mais cette fois, ce n'était pas nous, c'était une riposte. Quelqu'un s'inspirait de nos méthodes et les retournait contre nous. J'ai reçu un message de Dies, un ancien contact, un transfuge norvégien, avec qui j'avais combattu sur les lunes extérieures pendant l'opération Glass Halo. Intelligent, méfiant, mais il me devait la vie. Il m'a rejoint dans les ruines d'une lune de contrebandiers, près de la ceinture du Cerne. L'endroit empestait la rouille et le sang rance. Ils appellent ça la restauration, m'a-t-il dit. Pas le conseil, quelque chose de pire. Moins de discours, plus d'exécution. J'ai demandé qui la dirigeait. Il a hésité, puis a prononcé un mot qui m'a glacé le sang. Arion. Je connaissais ce nom. Tout le monde le connaissait. Amiral du Conseil, artisan du vote sur le désarmement de la Terre. Un des rares à avoir survécu à l'Éarak en évacuant prématurément. On le croyait mort après l'incursion des Fossoyeurs. Apparemment, non. Apparemment, Arion avait vu la galaxie brûler et avait décidé de tout recommencer. Il ne reconstruisait pas le Conseil. Il bâtissait quelque chose de plus pur, de plus direct, avec moins de blabla et plus d'armes. Desarts fit glisser une puce de données fissurée sur la table. Ils ont cloné, recruté, volé vos tactiques, vos codes, transformé des réfugiés en combattants endoctrinés. Ils traitent les humains de sauvages, maintenant. On ne te craint plus. On te traque. Je lui ai demandé pourquoi il me racontait tout ça. Il a haussé les épaules. Parce que je sais ce qui va se passer. Tu vas finir ce que Holt a commencé. Je veux être aux premières loges. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de survie. Nous avons reformé une flotte. Bien moins importante, moins organisée. Juste ceux d'entre nous qui refusaient de se soumettre à un nouveau régime, quel que soit le nom qu'il donnerait à nos cendres. Nous nous appelions Ashbourne. Ni gouvernement, ni rébellion. Juste des fantômes dans les ruines d'une guerre oubliée, porteurs des derniers vestiges de ce que la Terre fut. Nous avons atteint leur première base 6 semaines plus tard. Un centre de clonage secret dissimulé dans les anneaux de Nakaras Prime. Ils ne nous attendaient pas. Nous avons découvert des milliers de chambres cryogéniques, des soldats, à moitié adultes, avec des implants neuronaux, un conditionnement de la mémoire musculaire, de faux souvenirs. Ils construisaient une armée sans âme, et ils utilisaient de l'ADN humain pour y parvenir. C'est ce qui m'a brisé le cœur à nouveau. Voir notre propre espèce transformée en arme par ces mêmes monstres qui nous traitaient maintes jadis de primitifs. Ils ne nous avaient pas seulement craints. Ils nous avaient étudiés, copié notre rage, tenté de l'injecter dans la chair. Nous n'avons laissé aucun survivant, aucune donnée, aucun enregistrement, seulement de la fumée et un message diffusé en 50 langues. Nous ne sommes pas à votre disposition pour nous copier. Nous ne sommes pas à votre disposition pour nous dompter. La Terre nous observe toujours. Mais au fond de moi, je savais ce que cela signifiait. Nous étions devenus ce que nous détestions. J'ai regardé mon équipage. Des hommes marqués par la guerre, qui ne connaissaient pas la paix, qui se méfiaient du silence. Et je l'ai vu dans leurs yeux. Si la restauration ne nous tuait pas, notre propre soif de guerre finirait par le faire. Il n'y avait plus de foyer où retourner. Juste un autre ennemi, une autre frappe, un autre fantôme à enterrer. Je me suis souvenu des derniers mots de Holt avant sa disparition. Prononcés non pas avec colère, mais de cette façon froide et imperturbable qu'il avait toujours quand quelque chose de grave se préparait. Ils croient avoir vu le pire de nous. Ils se trompent. Le pire, ce n'est pas la colère. C'est le désespoir. Maintenant, je comprenais ce qu'il voulait dire. Nous ne nous battions plus pour la terre. Nous nous battions parce que la guerre était notre seul recours. Parce que la paix signifiait l'immobilité. Et l'immobilité signifiait se souvenir de tout ce que nous avions fait et de tout ce que nous étions devenus. Il nous restait une dernière cible, la base d'opération d'Arien, nom de code, le sillage de la citadelle, une station noire fortifiée orbitant autour d'une étoile à neutrons morte, blindée, camouflée, imprenable. Mais nous n'avions pas besoin de l'envahir. Il nous suffisait d'y faire s'écraser un engin suffisamment imposant.
Nous avons trouvé une vieille plateforme minière de 3 kilomètres de long, conçue pour remorquer des ceintures d'astéroïdes. Nous l'avons équipée de charges de fusion, coordonnées, définies. Sans prévenir, juste le feu. L'explosion illumina un secteur de l'espace qui n'avait pas vu la lumière du Soleil depuis des siècles. La station se replia sur elle-même, aspirée par le puits gravitationnel, écrasée comme une boîte de conserve sous une botte. Le dernier message d'Ariane avant l'impact fut intercepté par nos communications. 4 mots seulement. Je vous ai transformé en monstre. Pas de déni, pas de menace, juste l'amère vérité. Après ça, tout a basculé. Ashbourne s'est divisé. Certains ont fait défection. D'autres ont tenté de reconstruire. D'autres encore ont sombré dans l'oubli, espérant la fin. Quant à moi, j'écris ces lignes depuis un avant-poste abandonné aux confins de l'espace connu. La guerre est finie, mais la galaxie tremble encore au nom de la Terre. Non pas à cause de ce que nous étions, mais à cause de ce que nous sommes devenus. Et dans le silence qui a suivi notre brutale contre-attaque, une vérité demeure. Ils pensaient pouvoir nous anéantir. Au lieu de cela, ils ont créé le cauchemar même qu'ils redoutaient le plus. Avant, je croyais que la guerre se terminait dans un fracas. Maintenant, je sais que non. La guerre ne se termine pas par des explosions. Ça s'achève avec des échos, ceux qui vous hantent jusqu'aux os quand le bruit s'estompe et que l'odeur de métal brûlé disparaît. Ça s'achève quand vous flottez dans un coin oublié de l'espace, fixant votre reflet sur un écran éteint. Vous demandant à quel moment vous avez cessé d'être un homme pour devenir une simple arme, construite par quelqu'un d'autre. C'est là que commença la 5e partie de ma vie, dans les entrailles valses et glacées d'un navire à moitié brisé, dérivant au-dessus d'un rocher anonyme. Mon équipage s'était dispersé. Les Ashbourne n'étaient plus une flotte. Nous n'étions même plus un mouvement. Nous n'étions plus que des survivants, faisant semblant d'avoir encore une mission, car l'alternative, admettre que nous n'avions plus rien, était trop lourde à porter. Le vide était notre seule constante. Le bourdonnement des appareils de survie était devenu une berceuse. Les repas se résumaient à des sachets nutritifs insipides. Le sommeil oscillait entre cauchemar et engourdissement. La guerre était devenue un réflexe. Et maintenant, sans ennemi face à nous, ce réflexe n'avait nulle part où aller. Il restait là, enfoui au plus profond de nous. J'avais perdu la notion du temps depuis combien de semaines j'étais seul lorsqu'un faible signal apparut sur ma console. Pas une balise de détresse, pas un code du conseil, quelque chose d'ancien, quelque chose d'humain. Le message tenait en un seul mot. Sanctum. Pas de coordonnées, pas de signature, juste ça. J'ai failli l'ignorer, mais l'ennui et la curiosité sont intimement liés, et dans le vide, ils commencent à ressembler à de l'espoir. J'ai entré le mot dans le système de navigation défaillant du vaisseau, en le recoupant avec les vieilles cartes stellaires dont nous disposions encore. Sanctum ne correspondait à aucune station, colonie ou base militaire répertoriée. Mais un faible signal a été capté à la limite des anciens secteurs Harari. J'ai mis le cap. Que faire d'autre? Sanctum n'était pas un lieu, pas vraiment. C'était une coquille flottante. Une ancienne station de biotechnologie municipale réduite à sa structure nue, criblée de trous d'origine diverses. Elle dérivait dans l'ombre d'une géante gazeuse mourante, dissimulée par des tempêtes d'ammoniac et de méthane. Pas de lumière, pas de balise, juste une silhouette sombre se détachant sur une obscurité plus profonde. J'ai tout coupé sauf le système de survie et me suis laissé dériver lentement. Si c'était un piège, je serais mort avant même de m'en rendre compte. Sinon, peut-être y aurait-il des gens, de vraies personnes. Une voix qui n'était pas la mienne. Les pinces d'amarrage se sont refermées avec un grincement. Le sas s'est ouvert sur un couloir orné de marques peintes à la main. Ni insignes militaires, ni glyphes extraterrestres. Des noms humains, des centaines. Certains, je les reconnaissais. D'anciens indicatifs Ashbourne. D'autres n'étaient que des prénoms, griffonnés d'une main tremblante. Au bout du couloir, un homme attendait.
Il ne portait pas d'armure, pas de fusil en bandoulière, juste une veste délavée rapiécée au coude. Ses cheveux étaient blancs, non pas à cause de l'âge, mais d'une autre cause plus profonde. L'épuisement l'avait imprégné. Ses yeux, pourtant, brûlaient encore. Je connaissais ce regard. « Vous nous avez trouvés », dit-il doucement. Sa voix était comme du gravier crissant sur de l'acier. Ou peut-être est-ce nous qui vous avons trouvés. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne sortit. Pendant une seconde, je restais figé, incapable de bouger. Son regard était figé, ni éteint, ni parti. Debout dans une station oubliée, au fin fond du désert. Il ne m'a pas pris dans ses bras, n'a même pas esquissé un sourire, se contentant de désigner le couloir d'un geste. « Viens, tu dois voir ça. » Nous avons traversé des salles de fortune éclairées par de faibles bandes bleues de LED de récupération. Des gens se déplaçaient en silence. Hommes, femmes, enfants, humains, extraterrestres. Certains portaient les stigmates de la guerre, d'autres, aucune cicatrice. Juste le silence hanté des réfugiés. Ce n'étaient ni des soldats, ni des rebelles. C'étaient des survivants. Dans une pièce, des enfants dessinaient sur les murs avec des morceaux de plaques de blindage calcinés. Dans une autre, un vieux prêtre norvégien murmurait au-dessus d'un nourrisson endormi. Je n'ai vu ni armes, ni propagande, ni bannière à tête de mort enflammée. Ça ne ressemblait pas à une base. On aurait dit un cimetière qui se prenait pour un jardin. Finalement, Hall m'a conduit dans une salle remplie de cartes stellaires, d'hologrammes affichant des constellations anciennes et nouvelles, de routes commerciales, à l'arrêt, de systèmes du conseil marqués d'une croix rouge. « Où suis-je » ai-je demandé. Il expira lentement. Un silence de mort. Une dernière chance. Pourquoi? Pour nous, pour quelque chose après tout ça. Je ne répondis pas. Impossible. Ma gorge était serrée. Il poursuivit. Nous avons réduit la galaxie en cendres. Ne faites pas semblant du contraire. Nous ne les avons pas seulement punis. Nous les avons infectés. Nous leur avons transmis notre bacillare. Rage. Et maintenant, ça se développe dans les fissures que nous avons laissées. La restauration, les clones, les fantômes, tout cela n'est que notre ombre. Si nous ne changeons pas, il ne restera plus rien à sauver, ni pour eux, ni pour nous. J'avais envie de rire. Changer? Après tout ce qui s'est passé, nous étions des fantômes, des armes, des instruments de vengeance. Impossible de revenir en arrière. Mais le regard de Holt ne faiblit pas. « Sanctum n'est pas une armée, dit-il. C'est une graine. Nous accueillons tous ceux qui aspirent encore à autre chose. Nous leur apprenons à construire, pas à détruire. Nous apprenons à des enfants qui n'ont jamais vu une planète à cultiver la Terre. Nous montrons aux extraterrestres et aux humains comment vivre ensemble sans se menacer. »« Vous pensez que c'est suffisant ?» demandai-je. « Non, admit-il, mais c'est un début. » Nous restâmes assis en silence un moment, les yeux rivés sur les cartes. Mes mains brûlaient d'envie de saisir une arme qui n'était pas là. Mon instinct me criait que c'était une faiblesse, un point faible qui ne demandait qu'à être écrasé par la botte de la restauration. Mais une autre voix, plus faible, enfouie sous des années de sang, murmura « Peut-être était-ce autre chose. Peut-être était-ce du courage. » Je lui ai demandé pourquoi il m'avait fait venir. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mon souvenir. « Parce que tu es comme moi, » dit-il. « Tu ne sais pas t'arrêter. Tu as besoin de te battre pour te sentir vivant. Je t'ai amené ici pour te montrer une autre voie avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai failli lui répondre sèchement. J'ai failli lui dire que j'en avais assez vu de la mort, des trahisons et d'autres choses encore, de quoi vivre 3 vies. Mais au lieu de cela, j'ai posé la question qui me rongeait depuis la fin de la guerre. « Le regrettez-vous? Tout ce que nous avons fait ?» Il n'a pas hésité. « Chaque jour. Mais le regret n'est pas synonyme de reddition. Nous avons eu raison de nous battre. Nous avons eu tort de laisser le combat nous définir. C'est ce que j'essaie de réparer avant de mourir. Je suis resté à Sanctum pendant 3 jours. J'ai vu des humains et des extraterrestres réparer ensemble des jardins hydroponiques. J'ai vu des enfants, ignorant tout de la gravité, apprendre à marcher dans des chambres rotatives. J'ai vu Hall enseigner à un jeune Norvégien comment sculpter le bois, non pas pour fabriquer des armes,
mais des jouets. C'était déroutant. Pour la première fois depuis la frappe d'Harry, j'ai éprouvé autre chose que de la rage. Je me sentais insignifiant, comme si un avenir autre que la guerre pouvait exister. Mais le 4e jour, une alarme retentit. Des vaisseaux approchaient, ni traîtres, ni réfugiés, la Restauration. Nous nous sommes précipités. Sanctum n'était pas une forteresse. Il y avait bien quelques tourelles dissimulées, des boucliers de fortune, mais rien de comparable aux vaisseaux de guerre que Holt commandait autrefois. Nous étions un hôpital flottant, une ferme. Une prière murmura dans le vide. Je courus pour m'arrêter. « On ne peut pas les combattre, dis-je. »« Je sais, répondit-il calmement. »« Vraiment ? Et alors, on tient la ligne assez longtemps pour que les civils se dispersent. On n'est plus les monstres qu'ils ont fait de nous, pas ici. » Il me tendit un pistolet vieux, rayé, mon nom gravé sur la crosse. Je ne l'avais pas revu depuis les débuts de la flotte. « Si vous voulez partir, dit-il, c'est le moment. » Je regardais le quai d'amarrage, les navettes embarquant enfants et vieillards, le chaos des visages, effrayés. Puis je reportais mon attention sur Halt et je restais. Lorsque les vaisseaux de restauration sortirent de l'hyperespace, ils ne s'annoncèrent pas. Ils mirent simplement leurs armes en marche. Nous avons activé les nôtres, non pas pour gagner, mais pour gagner du temps. La première salve a touché nos boucliers. Ils ont vacillé, puis se sont éteints. Des brèches se sont ouvertes dans la coque comme des plaies. Nous avons riposté, non pas contre leur moteur, ni contre leur système de survie, mais seulement contre leur système de ciblage, leurs pinces d'amarrage, n'importe quoi pour les ralentir. Les minutes semblaient des heures. J'étais dans le cockpit, les mains s'agitant sur les panneaux fissurés, réorientant l'alimentation, hurlant des coordonnées à des pilotes déjà morts. Hall était sur le pont supérieur, hurlant des ordres, se déplaçant avec l'agilité d'un homme 2 fois plus jeune. Les navettes s'éjectaient, les unes après les autres, disparaissaient dans les tempêtes de la géante gazeuse en contrebas, dispersant les réfugiés dans l'espace aveugle où peut-être, juste peut-être, ils seraient en sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons tenu bon jusqu'à ce que les plaques du pont rougeoient et que l'air empeste le feu. Nous avons tenu bon jusqu'à ce que le dernier enfant ait disparu. Puis Hall s'est tourné vers moi. « Il est temps de partir, » dit-il. Mais avant que je puisse répondre, une nouvelle explosion traversa le noyau. Le pont se fendit. Il tomba et se rattrapa à une rambarde. Je lui attrapai le bras. Sa poigne était toujours aussi ferme. « Pars, » grogna-t-il. « Tu n'as pas encore fini. » Je refusai et tentai de le relever. Une autre explosion secoua la station. Le métal hurla. Il me poussa vers la dernière capsule de sauvetage. « Dis-leur, » commença-t-il en crachant du sang. « Dis-leur que nous n'étions pas tous des monstres. » Puis le pont céda et Hall tomba dans les flammes. Je ne me souviens pas comment j'ai atteint la capsule. Je ne me souviens pas du décollage. Je me souviens juste de la station qui rétrécissait dans le hublot. Les vaisseaux de restauration se rapprochaient. Le feu s'épanouissait comme des fleurs silencieuses. Sanctum avait disparu. Mais certaines navettes ont réussi à s'échapper. J'en suis certain. Je les ai vues franchir l'atmosphère avant que ma capsule ne plonge dans l'obscurité. Quelque part là-bas, des enfants qui n'avaient jamais connu la paix portaient en eux la graine semée par Holt. Et moi, j'étais revenu à mon point de départ. Seul, flottant dans le vide. Une arme sans guerre, un homme sans ordre. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, ma rage ne me semblait plus sans fin. Elle était lasse. Et dans cette lassitude se cachait une chose étrange et fragile que je n'avais plus ressentie depuis la cuisine sur Terre, avant cette grève hilarante. L'espoir. Pas l'espoir bruyant, pas celui qu'on crie pour couvrir la bataille. L'espoir silencieux. Celui qui se plante dans la cendre et attend. Peut-être que Holt avait raison. Le pire n'était peut-être pas notre rage. Le pire, c'était peut-être ce qui arriverait si personne ne cherchait à la transcender. Et peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard.
La capsule a dérivé pendant des jours. Aucun signal, aucune position de navigation, seulement le bourdonnement des systèmes défaillants et le souffle froid d'un homme qui avait vu tout brûler à nouveau. Je me suis dit que c'était peut-être la fin, que ce serait mon dernier chapitre, le dernier combattant de la Terre, flottant dans les ténèbres comme une balle oubliée après les coups de feu. Halt avait disparu. Sanctum n'était plus que cendre. Les Ashborn s'étaient fragmentés en bandes armées ou en fantômes. L'humanité ne se reconstruisait pas. Elle survivait à peine. C'est tout ce que nous avons jamais vraiment fait, n'est-ce pas? Survivre. Ni vivre, ni prospérer. Juste continuer à ramper, le sang dans les dents, avec un nom que personne ne prononçait sans grimacer. La Terre. L'erreur que la galaxie ne répéterait jamais. Mais le destin, ou une version tordue de celui-ci, n'en avait pas encore fini avec moi. Le 5e jour, la capsule trembla. Alerte de proximité. Un bref signal sur le scanner, un faible scintillement, mais il y avait un vaisseau. Ni de la Restauration, ni d'Ashborn. De classe civile. J'ai envoyé un signal de détresse codé pour repérer les intervenants terriens, amis ou neutres. J'ai attendu 30 secondes avant d'obtenir une réponse. 4 mots. Nous vous surveillons. Puis le rayon tracteur s'est verrouillé. Il se nommait le Rook, un vaisseau de récupération privé, réaménagé pour la reconnaissance à longue portée et l'archéologie spatiale. Pas d'armes à proprement parler, seulement des drones de reconnaissance, des outils de cartographie par intelligence artificielle et un équipage réduit à 8 personnes. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des historiens, des spécialistes de la préservation. Leur capitaine, une femme grande et perçante nommée Corin, ne portait aucun insigne. Elle avait une jambe, artificielle, une voix glaciale, et des yeux empreints de la même tristesse et du même vide que j'avais vu dans trop de miroirs. Elle ne m'a pas demandé qui j'étais. Elle le savait déjà. « Tu étais à Sanctum ?» demanda-t-elle alors que je me relevais péniblement du lit médicalisé. « Tu connaissais Hall ?» demandai-je. « Je le connaissais de nom », répondit-elle. « Il a essayé de créer quelque chose qui mérite d'être sauvé. Nous aussi. » Je ne lui faisais pas confiance. Je ne pouvais pas me le permettre, mais j'étais trop faible pour partir et trop las de dériver dans le vide pour discuter. Ils m'ont donné à manger. De la vraie nourriture, pas de la pâte. Ils m'ont donné de l'eau potable. Ils m'ont laissé me reposer, sans poser de questions. Jusqu'au 3e jour à bord. Puis elle m'a emmené dans la cale principale. Et c'est là que je l'ai vue. Des dizaines de caisses scellées, des terminaux récupérés, des fragments de noyaux de données, des débris de vaisseaux portant d'anciennes marques d'Ashborn, et au centre, quelque chose que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans, les archives originales de la résistance terrienne. Des journaux de bord, des communications, des témoignages, des vidéos des villes avant l'incendie, des enregistrements des premiers discours de Holt avant qu'ils ne disparaissent, des fragments cachés de la guerre que personne n'avait jamais vus. Nous avons rassemblé tout ce qu'ils ont effacé, expliqua Corin. La Restauration, l'Ancien Conseil, et même certains Ashborn, après leur rébellion. Chacun voulait contrôler le récit, se poser en héros, enterrer les cadavres. J'ai senti quelque chose s'éveiller en moi. Pas de la rage, pas de la culpabilité, autre chose. De la lucidité. Pourquoi ai-je demandé. Pourquoi remuer le passé? Elle a souri amèrement. Parce que l'histoire est la seule chose plus forte que la peur, et que quelqu'un doit se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Je suis resté avec eux, sans le vouloir, sans l'avoir prévu. Mais les jours se sont transformés en semaines, et je me suis retrouvé à aider, à trier les images, à identifier des visages sur des vidéos brisées, à corriger les fausses informations diffusées par les cellules de restauration. Je dormais toujours peu. Il m'arrivait encore de me réveiller avec l'instinct de prendre un fusil qui n'était plus là. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne tuais rien, je préservais, et c'était juste. La nuit, je m'asseyais dans la soute à archives et j'écoutais de vieilles transmissions. Certaines provenaient de Halt, d'autres de soldats anonymes, de survivants, de mères, d'ingénieurs, d'enfants enregistrant leurs derniers messages avant les frappes du Conseil. L'une d'elles m'a particulièrement marqué. Un garçon, 8 ans peut-être,
assis dans un bunker, le visage couvert de poussière. Si vous trouvez ceci, dites aux étoiles que nous avons essayé. J'ai regardé cette vidéo 10 fois de suite. Puis, j'ai pleuré. Pas fort, pas bruyamment. Je suis juste resté assis là, à laisser faire. Je n'avais pas pleuré depuis le jour où ma femme et mes garçons ont été réduits à l'état de fantôme. Ça n'a pas atténué la douleur, mais ça m'a rappelé qu'ils avaient existé et que c'était important. Le Rook voyageait de système en système, sans jamais s'attarder longtemps au même endroit. Les éclaireurs de la Restauration étaient nets partout, traquant le moindre vestige de l'ancienne Terre. La tête de Corrin était mise à prix, une prime qui aurait fait rougir même les anciens commandants d'Ashborn. Mais elle s'en fichait. Elle construisait ce que Holt n'avait jamais eu l'occasion de faire. Une arme de vérité. Quelque chose de plus puissant que les flottes et le plasma. Des preuves. La preuve de ce qui s'était passé, de ce que nous étions devenus, ce que le Conseil a déclenché, et ce que nous avions choisi de ne pas redevenir. Et elle voulait que je l'aide à en finir. Les gens vous écoutant encore. Un soir, elle m'a dit « Tu étais là au début, au pire moment. Si tu parles, ils t'écouteront. » Je ne voulais pas être une voix. Je voulais disparaître. Mais disparaître n'avait servi à rien jusqu'ici. Alors, j'ai dit oui. Nous l'avons compilé dans une seule archive. Nous l'avons appelé l'écho noir. Ce n'était pas de la propagande. C'était lait, cru, empli de culpabilité, de sang, de crises et de vérités brûlantes. Les pires ordres de Halt, les trahisons du Conseil, la chute des sanctuaires, des enfants mourant en orbite, des civilisations entières s'effondrant sous le poids de la peur et de la vengeance. C'était sincère et ça m'a fait mal de l'écrire. Mais une fois terminé, j'ai enregistré un dernier message, une ultime déclaration d'un soldat brisé qui avait contribué à la destruction d'une galaxie et qui n'avait plus rien à perdre. Voici ce que j'ai dit. Mon nom n'a aucune importance. Vous avez entendu des centaines de versions de moi. Héros, boucher, survivant. Aucune n'est la vérité. J'étais là quand la terre a brûlé. J'étais là quand nous les avons fait payer. J'étais là quand le feu a pris des proportions démesurées. Tu crois que la vengeance est synonyme de pouvoir. Que riposter te rend fort. Mais la vérité, c'est que ça te diminue. Les étoiles sont silencieuses maintenant. Mais ce silence n'a pas été mérité. Il a été arraché par le sang, par le feu et par les cris de ceux qui n'ont jamais pu parler. Si tu lis ceci, ne commets pas les mêmes erreurs. Ne laissez pas la rage parler pour vous. Ne devenez pas ce que vous aviez juré de ne jamais devenir. Et si quelqu'un vous dit que la Terre était un monstre, répondez-lui ceci. La Terre a souffert. La Terre était en colère, mais la Terre se souvient. Et se souvenir et ceci était le seul moyen de transcender nos cicatrices. Nous diffusons l'écho noir sur toutes les fréquences mortes. Nous l'avons dissimulé dans des satellites abandonnés, enterrés dans des convois, glissés dans des balises commerciales désaffectées. Nous savions que la Restauration tenterait de l'effacer. Mais la vérité est implacable, et une fois qu'elle a mordu, elle ne lâche plus. Des rumeurs ont commencé à circuler. D'abord discrètes, elles ont rapidement plongé des secteurs entiers dans le noir après l'interception du fichier. Des commandants de la Restauration ont fait défection. Les renégats d'Ashborn commencèrent à se rendre. Certaines colonies cessèrent complètement de hisser des drapeaux, préférant arborer le nouveau symbole conçu par Corrin, un cercle brisé d'où filtrait un rayon de lumière. Ils l'appelaient le soleil creux. Non pas un symbole de victoire, mais un symbole de survie et d'apprentissage. Je suis resté sur le râteau pendant 3 mois de plus. Puis, un soir, j'ai annoncé à Corrin mon départ. Il y a encore un endroit où je dois aller, ai-je dit. La terre, a-t-elle deviné. J'ai acquiescé. Même s'il ne reste plus rien, je dois la voir une dernière fois. Elle n'a pas cherché à m'en empêcher. Elle ne m'a pas dit au revoir. Elle m'a simplement serré dans ses bras. Sans un mot, juste une chaleur humaine, comme quelque chose que nous avions tous oublié.
La Terre n'était plus le joyau bleu qu'elle avait été. Elle était craquelée, meurtrie, épuisée, mais elle était toujours là. Et lorsque j'ai atterri dans ce qui fut jadis le Midwest, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas vu depuis des décennies. De l'herbe verte, la vie qui perçait les cendres, un arbre solitaire poussant dans un cratère. Et à côté, un jouet d'enfant, à moitié fondu, à moitié enfoui. Je l'ai ramassé, je l'ai serré contre moi, et j'ai pleuré pour la première fois. Non par rage, non par culpabilité, mais par souvenir. La galaxie oubliera peut-être, mais pas moi. Nous étions feu. Désormais, nous ne sommes plus que des échos. Mais même les échos, au bon endroit, peuvent redevenir une voix. Et la mienne dit ceci. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours humains et nous apprenons. Je suis resté sur Terre plus longtemps que je ne l'aurais cru. Je suis venu chercher la paix intérieure. J'ai pensé arpenter ces lieux, rendre hommage aux morts, peut-être retrouver l'endroit où j'ai vu ma femme et mes enfants pour la dernière fois, et creuser un trou assez profond pour y enterrer ma culpabilité. Mais la terre ne se souciait pas de la paix. Elle guérissait douloureusement, de façon inégale, comme un vieux guerrier qui se réveille avec des os brisés, mais choisit malgré tout de rester debout. Les villes avaient toujours disparu. L'horizon où j'avais jadis brandi mes fils pour leur montrer les tours clignotantes n'était plus qu'un amas de poutres rouillées et de béton effondré. Mais en contrebas, dans la poussière, quelque chose bougeait. La vie. Peu de choses, pas d'organisation, juste de petits groupes de personnes qui reconstruisaient avec leurs mains, sans armes. Des réfugiés revenus d'anciennes stations orbitales. Des fermiers qui se disaient qu'ils n'avaient rien à perdre. Même quelques anciens d'Ashbord qui en avaient assez de fuir. Je les ai rejoints, non pas parce que je croyais à une seconde chance miraculeuse, mais parce que je n'avais nulle part où aller. Le campement que nous appelions Red Wake portait mal son nom. Il n'y avait ni rouge ni eau, juste les vestiges d'une installation minière à moitié enfouie sous terre, avec un réacteur fissuré que nous avions rafistolé avec des pièces d'un drone Hilary abattu. Ce n'était pas sûr, rien ne l'était jamais. Mais c'était à nous. Mon travail consistait à surveiller le périmètre. On ne se refait pas. J'ai installé des détecteurs de mouvement, construit de toutes pièces un réseau de surveillance avec des drones, à fil-piège, et équipé la route d'accès d'alarmes sonores. J'ai même appris à quelques adolescents plus âgés à tirer à contre-cœur, au cas où quelque chose surgirait des ténèbres et se souviendrait encore de la guerre. Mais la plupart du temps, je restais silencieux. Je ne leur ai pas dit qui j'étais. Je n'ai pas donné mon nom. Je me suis contenté de rester discret et de me reconstruire. Il y avait une femme là-bas, Mara. Forte, fatiguée, elle s'occupait de la restauration. Elle avait une main cybernétique et des yeux comme si elle n'avait pas pleuré depuis 10 ans. La première fois qu'elle m'a vu inspecter la clôture extérieure, elle a simplement dit « Soldat, j'ai hoché la tête ». Elle n'a pas demandé de quel côté, elle n'était pas obligée. « On essaie tous de redevenir humains », dit-elle avant de s'éloigner. Quelques semaines plus tard, un enfant est arrivé en courant. J'étais en train de remplacer une grille de capteurs quand il a dévalé la colline, les joues rouges, essoufflées. Vaisseau en approche, ciel au sud. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste attrapé mes jumelles et vérifié le vecteur. Un camouflage civil, grossier, sans identification officielle, dérivant plus lentement que la plupart des pirates ne voleraient. Mais j'aperçus la marque gravée sur le ventre, à moitié brûlée, effacée. Le soleil creux. Je leur dis de ne pas tirer. Nous attendîmes, armes baissées, tandis que le vaisseau grinçait à travers les nuages et atterrissait dans un tourbillon de poussière. Une rampe s'ouvrit en sifflant et Corinne en sortit. Vivante, souriant comme une femme qui avait traversé l'enfer et en était ressortie avec des callosités plutôt que des cicatrices. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot, puis s'est écartée. Derrière elle se tenaient 12 personnes, 6 humains, 2 alvarins, un drette et 3 nourris, tous le regard fatigué et les mains vides. Des survivants, expliqua-t-elle, qui avaient entendu le signal. Je les ai aidés à s'installer. Je leur ai donné des lits, à manger, un peu de sécurité, pas de sermons,
Pas de discours, juste un endroit où être. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine qui n'était ni chagrin, ni rage, ni culpabilité. C'était un espoir ténu, fragile, mais bien réel. Il n'a pas duré, non pas à cause d'eux, mais à cause de ce qui a suivi. 2 nuits après l'arrivée des nouveaux venus, j'ai capté un signal réfléchi par l'un de nos anciens éclaireurs. Le cryptage était rudimentaire. Une technologie de l'époque de la Restauration, grossièrement copiée d'un vieux code d'Ashbourne. Mais le message était clair. Phase 2 lancée. Colonie terrienne localisée. Mobilisation des unités. Éliminer tous les sympathisants du Soleil creux. Ils revenaient. La guerre n'était pas finie. Juste suspendue. Nous avons tenu une réunion ce soir-là, la première vraie depuis mon arrivée. Une trentaine d'entre nous, tous réunis dans le mess délabré sous l'ancien dôme du réacteur. L'air était imprégné d'une odeur de pétrole et de cendres. On nous a distribué du thé et des tasses ébréchées. Méa se tenait à côté de moi. Corinne, les bras croisés, se tenait devant nous. Nous savions que ce jour viendrait, dit-elle. La restauration n'est pas morte. Elle s'est juste faite plus discrète. Quelqu'un a demandé ce que nous devions faire. Combattre, fuir, nous cacher. Nous faisons ce que nous avons toujours fait, ai-je dit doucement. Nous survivons, mais cette fois, nous ne fuyons pas. J'ai vu la peur dans leurs yeux, le silence, le vieux fantôme de la guerre qui revenait planer dans la pièce comme la fumée d'un feu éteint depuis longtemps. Puis Mara s'est avancée. Je n'ai pas enterré mes enfants pour fuir des fantômes. Si nous tombons ici, à nos conditions. Personne n'a applaudi, mais personne n'est parti non plus. Nous avons fortifié Red Wakak, plus comme avant. Pas de vaisseaux de guerre, pas de canons orbitaux, juste des barricades artisanales, des tourelles de défense dissimulées, des tranchées et de la ténacité. J'ai formé tous ceux qui voulaient bien prendre les armes. Corinne amplifia le signal de l'écho noir, le rediffusant dans toutes les directions en guise d'avertissement. Mara organisa le rationnement, les routes de repli et les tunnels d'évacuation. Nous n'étions plus soldats, mais nous nous souvenions de la souffrance et de l'importance de se battre. Quand ils arrivèrent vite. Des vaisseaux de largage de restauration, blindés, efficaces, brutaux, peints en noir avec des marques de griffes argentées. Aucun insigne, juste un mot qui pulsait en lettres numériques rouges sur leur coque. Purification. Je me tenais au sommet de la colline ouest, un répéteur plasma modifié et une manette de drone à lunettes dans l'autre main. Le ciel était saturé de cendres d'anciens feux de forêt et le coucher du soleil donnait à tout l'apparence d'un sang qui coulait. Derrière moi se tenaient 32 survivants, non pas des guerriers, mais des êtres humains. Mais ils ont tenu bon. Et c'était suffisant. La première vague a frappé fort. 12 drones de combat, 6 fantassins en exosquelette, un char antipersonnel. Nous avons perdu la barrière nord dans les 3 premières minutes, mais nous avons tenu bon. Nous avons utilisé des mines antipersonnelles, fabriquées à partir de vieux serpentins de réacteurs, dont nous avons piraté les systèmes de ciblage en plein tir. J'ai vu Mara abattre un drone avec un simple piquet agricole recyclé, sans la moindre hésitation. Corinne a déclenché un perturbateur sonique à bout portant. 2 armures de soldats ont été détruites. L'une d'elles l'a touchée à l'épaule. Elle a continué à se battre. J'ai reçu une balle dans la cuisse. J'ai continué à tirer. Parce qu'il ne s'agissait pas de stratégie. Il s'agissait de dire « Vous ne nous anéantirez plus ». Et lorsque la deuxième vague a stagné, j'ai activé notre dernière défense. Un dispositif que j'avais préparé des semaines auparavant, au cas où. Une balise à impulsion enfouie sous l'ancien cratère. Elle a déclenché une secousse sismique, éjectant les autres vaisseaux de leur zone d'atterrissage. Leurs moteurs ont craché des flammes, puis se sont éteints, et nous les avons pilonnés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que fumée et silence. Quand ce fut terminé, l'air sentait l'acier brûler et la terre brûler. Nous avions perdu 6 hommes, mais nous étions toujours debout. Le sillage rouge persistait. La terre, brisée, meurtrie,
hantés, résistaient encore. Cette nuit-là, nous avons enterré les morts sous l'arbre que j'avais trouvé à mon arrivée, celui qui poussait au fond du cratère. Nous avons gravé leurs noms sur des pierres tombales taillées et à la main. Pas d'éloge funèbre, juste le silence et les étoiles. Plus tard, Corinne m'a trouvé penché sur les tombes. « Tu aurais pu partir », a-t-elle dit. « J'en ai assez de partir », ai-je répondu. Elle a hoché la tête. « Ils reviendront. » J'ai contemplé les étoiles, puis la terre, et j'ai dit « Alors nous leur apprendrons encore ce qui arrive quand on essaye de tuer ceux qui refusent de mourir. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes plus les monstres que la galaxie a créés. Nous ne sommes pas innocents, mais nous sommes toujours là, et nous sommes toujours humains. Même s'il nous faut nous rappeler ce que cela signifie, un morceau brisé à la fois. » Le silence qui suivit la dernière bataille n'était pas paisible. Il était lourd, pesant. Un silence qui vous serre la poitrine, comme la pression d'une vieille blessure jamais vraiment cicatrisée. Le sillage rouge tenait encore debout, à peine. La fumée s'élevait encore des champs. La moitié de nos capteurs étaient hors service. L'infirmerie débordait d'eux, bandagés imbibés de sang, et une odeur d'alliage brûlé persistait. Mais nous avions survécu. Et dans les cendres d'une nouvelle tentative d'extermination ratée, quelque chose d'inattendu a germé. Des visiteurs, pas seulement des vagabonds ou d'anciens soldats blessés, des messagers, des errants, des marginaux curieux venus de systèmes que nous pensions avoir abandonnés à jamais. Ils sont arrivés sans armes, sans flotte, juste avec des questions. Ils avaient entendu l'écho noir, les murmures du sillage rouge. Ils avaient vu la marque du soleil creux et voulaient savoir ce que cela signifiait. Corinne s'en est occupée mieux que je n'aurais jamais pu. Elle était patiente. J'avais des cicatrices, mais finalement, ils sont venus à moi malgré tout. Je n'étais pas célèbre, mais on me connaissait. Celle qui n'a jamais abandonné. Le dernier fils de la terre à avoir combattu jusqu'au bout, même après que le sang se soit tari. Ils voulaient entendre ma version, pas la version officielle, pas les mensonges du conseil, pas la propagande des Ashborn, la vérité. Alors je leur ai tout dit. Je leur ai parlé de la terre avant qu'elle ne brûle, que nous n'étions pas parfaits, loin de là. Mais nous étions en train de construire quelque chose d'humain. Une civilisation marquée par les cicatrices, mais qui continue de tendre vers les étoiles. Je leur ai parlé de la grève d'Harari, du vote, de la trahison, du génocide déguisé en politique. Je leur ai raconté comment nous avons supplié, comment ils se sont moqués, et comment, en retour, nous leur avons imposé le silence, une planète après l'autre. Non pas par soif de pouvoir, mais parce que lorsqu'on vous assassine votre famille et qu'on profane votre tombe, il ne reste que la rage. Alors je leur ai révélé la vérité qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Ce que nous avons fait ensuite, les choses que nous avons détruites, les gens que nous avons repoussés, les innocents que nous avons enterrés, car nous ne pouvions pas risquer une nouvelle trahison. Ils ont écouté, certains avec pitié, d'autres avec horreur, d'autres bas encore avec compréhension, car au fond, ils connaissaient tous la vérité. Si cela avait été leur monde, ils auraient peut-être agi de même. Une année passa. Le sillage rouge s'étendait. Pas vite, pas proprement, mais régulièrement. Nous avons construit de nouvelles turbines avec des pièces de drones cassées, creusé de véritables canaux d'irrigation, planté des cultures qui n'avaient point et pas poussé sur Terre depuis 30 ans. La Terre se souvenait, même si nous l'avions oubliée. D'autres communautés ont timidement tendu la main. La plupart craignaient encore la restauration. Certains nous craignaient, et je ne leur en voulais pas. Même maintenant, une partie de moi désirait une autre guerre. Le silence me mettait toujours mal à l'aise. La paix avait toujours ce côté silencieux qui précède une embuscade. Mais j'essayais d'être autre chose qu'une arme. Une nuit, Mara me rejoignit sur la colline qui surplombait le cratère, désormais un bosquet de jeunes arbres, le lieu de sépulture. Elle me tendit une flasque, sans poser de questions, et resta assise. Finalement, elle dit
On dit que tu étais un monstre ?» J'acquiesçai. Je le suis toujours, mais je le cache mieux. Elle sourit. C'était le genre de monstre qu'on crée quand on pense aux gens qui nous manquent. Peu m'importe ce que tu étais, dit-elle. Ce qui m'importe, c'est ce que tu protèges. Nous avons bu en silence, et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'emprunter la paix. J'ai eu l'impression d'y appartenir. 2 mois plus tard, le message final est arrivé. Ni une menace, ni un avertissement. Une demande de réunion signée par un conseil d'espèces de la bordure extérieure. Des survivants, des factions neutres, une nouvelle coalition émergeant des ruines galactiques, tentant de reconstruire un monde non pas fondé sur la domination, le contrôle ou la peur, mais sur la vérité. Ils nous ont invités, Corin, Mara et moi. Ils appelaient Moxa le cercle de la réconciliation. Ce nom me donnait la nausée, mais Coran a insisté. « Si nous ne parlons pas au nom de la terre, a-t-elle dit, quelqu'un d'autre le fera. » Alors j'y suis allé. Le lieu de rendez-vous était un ancien mémorial de guerre orbitant autour des vestiges d'une ancienne lune Harari, une structure annulaire, jadis dédiée à la paix galactique. Dépouillés de tout, nous sommes arrivés à bord d'un vaisseau civil, sans escorte, sans armes, juste des voies. À l'intérieur, ils avaient rassemblé 23 espèces, des vestiges du Conseil, des colonies libres, même quelques anciens déserteurs de la Restauration. Pas de podium, pas de discours, juste une table. Nous nous sommes assis. Pas de garde, pas d'interprète, juste la sincérité. Et j'ai parlé, non pas en tant que représentant, non pas en tant que général, juste comme un homme qui avait tout perdu, tout brûlé, et qui n'était revenu qu'avec des souvenirs. « Vous avez demandé la vérité » ai-je commencé. « Elle ne va pas vous plaire. » Ils ne m'ont pas interrompu. Alors je leur ai dit « Vous avez bâti une galaxie en partant du principe que les humains vous étaient inférieurs, que nous nous soumettrions sans broncher, que nos émotions nous rendaient instables, que notre feu était dangereux. Vous aviez raison sur un point. Le feu, nous vous avions prévenu, nous vous avions demandé, nous vous avions supplié. Mais quand on massacre des milliards d'êtres humains au nom de la politique, on ne peut pas feindre la surprise quand on vous enterre en retour. » Quelques-uns ont tressailli. La plupart sont restés bouche bée. Mais nous sommes allés trop loin. Ma voix s'est brisée à ces mots. Nous avons érigé la vengeance en religion, fait de la fureur notre hymne, et ce faisant, nous avons perdu une part de nous-mêmes que nous ne retrouverons peut-être jamais. J'ai regardé Corin, puis les autres, mais nous sommes toujours là, non pas en conquérant, non pas en survivant, mais en témoins. Nous nous souvenons de ce que vous avez fait et de ce que nous sommes devenus grâce à cela, et nous ne laisserons ni l'un ni l'autre tomber dans l'oubli. Le silence qui suivit fut de ceux qui n'appellent pas d'applaudissements. Ils s'installent, tout simplement. Puis l'ambassadeur Drett, une espèce qui a perdu la moitié de ses colonies lors de la Restauration, se pencha en avant. « Que voulez-vous maintenant ?» Je ne sciais pas, rien. Nous ne demandons ni terre, ni réparation, ni excuses. Nous voulons juste qu'on nous fiche la paix. Mais si quelqu'un tente de nous effacer à nouveau, si un autre conseil se lève et qualifie la terre de menace, vous vous souviendrez de ce qui se passera ensuite. Le vote n'a pas été unanime, mais suffisant. La terre serait reconnue non comme une menace, mais comme souveraine, indépendante, inviolable, sans alliance, sans contrôle, juste la paix. Pour la première fois en un siècle, ce mot semblait plausible. Nous sommes retournés à bord de Red. 2 mois plus tard, un petit vaisseau a atterri, transportant des échantillons de sol d'une planète dont je n'avais jamais entendu parler. Une colonie souhaitait commercer, du vrai commerce. Plus de chaînes, plus de peur, juste des gens qui essayaient de construire au lieu d'enterrer. 1 an plus tard, j'ai aidé à planter le premier arbre hors du bosquet du cratère. Un vrai, issu d'une graine. Ses racines s'enfonçaient dans la terre meurtrie. Les enfants couraient autour de moi, tandis que je les regardais. Leur rire résonnait comme autrefois dans ma cuisine. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de douleur, pas de chagrin, juste
du soulagement. La guerre était finie pour l'instant. Peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant. Et si un jour les étoiles s'embrasent à nouveau, si quelqu'un oublie ce qui s'est passé, il trouvera le soleil creux gravé dans la pierre, et en dessous, les mots que j'ai gravés de ma propre main. Nous étions feu, puis cendre, maintenant racine. Ne nous laissez pas brûler à nouveau.